Observez-vous une montée des communautarismes en France? Alors, bien entendu, d'abord faire la distinction entre communauté et communautarisme. Les communautés sont tout à fait légitimes. Le communautarisme qui implique un système dans lequel la règle ou les règles d'une communauté pourraient prévaloir sur la règle commune, et en l'occurrence la règle républicaine, c'est tout à fait autre chose, et c'est, à mes yeux, à combattre, tout à fait inacceptable, contraire au modèle républicain, au modèle démocratique, au modèle globalement, au modèle français. Bon. Y a-t-il, dans ce contexte, une montée des communautarismes? Je dirais qu'il y a parallèlement une montée du rôle des communautés et aux franges des communautés, effectivement, de certains communautarismes. Des minorités dans les minorités communautaires se laissent aller, je dirais, à ériger en système relativement clos, en tout cas très affirmé, parfois vindicatif, des revendications qui ne sont pas des revendications communes, ou qui ne sont même pas des revendications propres à leur communauté au sens strict, mais qui sont des affirmations, encore une fois, de suprématie, ou de volonté de suprématie des règles particulières sur des règles nationales. Donc on a ce glissement, plus de communautés pour des raisons multiples, hein, des replis identitaires, des crispations, etc. Dans ce mouvement-là, aussi, plus de tendance au communautarisme dans des franges des différentes communautés. Moi, je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit par Alain Chouraqui, et notamment cette nuance sémantique, mais qui est beaucoup plus que sémantique, entre communauté et communautarisme. Je crois qu'il y a un repli vers les communautés qui est indéniable, indubitable, et qui s'explique parfaitement. Il s'explique par la crise sociale, économique, morale à laquelle notre société est confrontée, et il est tout à fait naturel que dans les périodes de crise, on se retourne vers les siens. D'ailleurs, vers la première des communautés, qui est la communauté familiale. C'est le premier cercle. Et d'ailleurs, ce n'est pas étranger d'ailleurs aux manifestations actuellement pour la famille. Dès qu'on attaque la famille, c'est la cellule familiale qui est la première des communautés. Et puis ensuite, évidemment, les communautés, le repli vers la communauté en période de crise est quelque chose de normal, qui n'est pas malsain, qui est un phénomène humain et qui est évidemment sans enjeu et sans risque pour la société. En revanche, à partir du moment, et Alain Chouraqui l'a dit, et j'y souscris totalement, où des minorités vont au paroxysme de la communauté, c'est-à-dire sur le repli, la identitaire, et donc communautariste, c'est-à-dire le moment où effectivement la loi commune n'est plus reconnue comme la loi, mais c'est la loi particulière du groupe qu'on peut incarner, allez, disons-le, dans le débat actuel, sur l'islam radical qui voudrait imposer la charia comme mode de société. C'est le paroxysme, évidemment. Je ne dirais pas que c'est le danger de la société française, je ne m'appelle pas Éric Zemmour, mais clairement, c'est le paroxysme. Voilà, on va modifier la loi française pour évidemment, ce risque-là n'est rien d'autre qu'un fantasme, même si, évidemment, il faut demeurer particulièrement vigilant, parce que les germes existent qui pourraient conduire à cela, mais nos concitoyens ont répondu par le sondage que nous avons publié, ce sondage d'OpinionWay, qui disent, mais attendez, il n'existe qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et si je peux ajouter quelque chose, je voudrais dire que, dans le sens qui a été évoqué d'ailleurs, que c'est parce que les repères collectifs, moraux, politiques, idéologiques, se sont largement brouillés, effacés, etc., que des replis en termes de repères, pas seulement, et c'est important en termes de sécurité, mais des replis en termes de repères se font sur des proximités, alors familiales, communautaires, de quartiers, dans lesquels on peut partager plus facilement des repères plus quotidiens, depuis le plat traditionnel de sa communauté jusqu'à la fête à connotation religieuse, jusqu'à des pratiques culturelles à l'égard des femmes, etc. Et c'est comme ça que ces repères-là, que j'appelle de proximité, et notamment communautaires, prennent le pas sur des repères communs qui étaient forts, qui ne le sont plus. D'où un danger profond.
Comment lutter contre l'instrumentalisation de la mémoire des communautés? L'approche que nous avons en tout cas au site mémorial du Camp des Milles consiste à essayer de construire une convergence des mémoires. Et ça n'est pas seulement un mot facile qui évidemment s'oppose presque terme à terme à la concurrence des mémoires qui était là souvent une concurrence victimaire. Ce n'est pas seulement un mot, c'est vraiment essayer de rechercher ce qui, dans les mémoires propres à chacune des tragédies vécues dans l'histoire par des groupes divers de notre pays ou plus largement, essayer de trouver ce qu'il y a de commun. Et en particulier mettre en avant les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire et ceux aussi qui ont permis de résister et qui sont largement communs. C'est ainsi que nous avons donc produit ce film que l'ICRA a bien voulu projeter hier, qui est en permanence dans notre mémorial. Nous allons aussi sortir un ouvrage sur cette question-là, et qui est vraiment pour essayer d'aller au cœur des mécanismes. Et aller au cœur des mécanismes, encore une fois, c'est non seulement insister sur ce qu'il y a de commun, ce qui est bien utile aujourd'hui, mais aussi se donner les moyens de prévenir et d'anticiper ce qui peut advenir aujourd'hui ou demain, puisqu'encore une fois, les visages que prendraient les menaces seraient relativement différents, mais les mécanismes de fond, les engrenages, seraient largement les mêmes. Si on les met au jour à partir encore une fois, d'événements historiques très divers, et qu'on va au fond des choses, eh bien ce fond des choses peut nous éclairer à interpréter aujourd'hui, même si le danger ne vient pas avec une mèche brune et une petite moustache noire. Moi je crois que c'est cette histoire de mémoire. D'abord, il faut reprendre les mécanismes exacts. D'abord, ce qui s'impose à nous, la première chose qui s'impose à nous, aux contemporains, c'est d'abord la vérité sur ce qui s'est passé. Et je crois que là, on a un énorme travail à faire, notamment en France. Il n'y a qu'à voir combien il est difficile en France de faire émerger une vérité historique. Regardez ce qui s'est passé par rapport à la participation de l'État français à la déportation des Juifs de France. Il va falloir attendre le discours de Jacques Chirac de 1995 pour que les vérités soient établies. Ça, c'est des vérités, je dirais, des vérités vraies, hein, que tout le monde savait, mais bon, on voit bien aujourd'hui le mal qu'a notre pays à reconnaître la responsabilité qui peut être la nôtre à l'égard de la communauté harkie et l'injustice qui est faite à cette communauté au sein de la communauté nationale. On voit bien encore plus actuellement les problèmes que l'on rencontre pour faire établir la vérité de la responsabilité à sa place, qui n'est évidemment pas une responsabilité exclusive, mais je dirais une responsabilité de cécité ou d'inaction dans le génocide des Tutsis, avec la sortie des archives qui est absolument indispensable et qu'aujourd'hui encore nous n'obtenons pas. Donc la première chose à faire, c'est d'abord la vérité. On sait très bien que l'histoire n'est jamais faite que de héros. Quand il y a des héros, il y a des salauds. Et on ne peut pas parler que des héros sans parler des salauds. C'est en fait l'espèce de mystification à laquelle toute une génération à laquelle j'appartiens a été éduquée et élevée. Cette espèce de mythe de la résistance d'une France qui était unanimement résistante, alors qu'en réalité, les choses étaient infiniment plus complexes que ça, et qu'il y avait aussi des collabos, et qu'il y avait également des miliciens, etc. Tout ça, de mon temps à l'école, évidemment, on ne l'enseignait pas. On ne peut pas bâtir une mémoire sur une histoire qui est tronquée, et encore moins, évidemment, sur une histoire qui est fausse. Donc, d'abord, c'est le postulat, et ça, c'est le travail des historiens. Ensuite, des pédagogues et des politiques, bien sûr, et des politiques. À partir de là, effectivement, il y a la construction de la mémoire. Hein, il n'est pas possible de construire l'avenir si on ne tire pas les leçons du passé. Alors, à partir de là, effectivement, il y a toute la concurrence victimaire hein, qui a été construite sur ces... mais également, sans doute, une responsabilité qui est aussi la nôtre, hein, dans la transmission de la mémoire. Nous ne sommes plus dans les années 70-80. Hein, la notion même de devoir de mémoire doit être, à mon sens, revue, doit être corrigée.
La question des commémorations doit être revue et corrigée pour l'universaliser. Il ne peut pas y avoir de mémoire nationale communautaire. Il ne peut y avoir qu'une mémoire nationale universelle. Ensuite, aux communautés, effectivement, d'avoir leur mémoire propre. Donc, la place de chacun dans tout ça est extrêmement importante. Et je crois qu'il faudra aux politiques un courage qui aujourd'hui leur fait défaut pour affronter cela. Et effectivement, il faudra peut-être davantage donner la parole à des citoyens, à des associations universalistes, plutôt que de privilégier, comme c'est le cas actuellement, la parole des associations communautaires. Excusez-moi d'un mot, je voudrais résumer, je crois, ce que nous avons dit en commun, sous ton contrôle, en disant qu'il faut de plus en plus passer de la mémoire révérence au passé et aux souffrances du passé à la mémoire référence pour le présent et pour l'avenir.